Bonjour Pacôme, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne YouTube Supraconscient. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors ça, j'en suis totalement incapable, mais je peux dire des choses que je fais. Je préfère ne pas me définir et simplement suivre mon intuition. Et de livre en livre, j'essaye d'avancer par rapport à des sujets qui, à un moment ou à un autre, ont du sens pour moi et me semblent avoir du sens aussi, tant à un niveau spirituel que politique. Pour ce que je fais, j'écris des livres, quoi, et puis sinon je fais des films avec Thomas Berthet depuis une vingtaine d'années aussi. La dimension sensorielle et la dimension poétique prend le dessus souvent dans les films qu'on fait avec Thomas. Disponible à Sycomore Film, 8 rue des Apennins, dans le 17e arrondissement. Et en fait, au début, je voulais écrire un peu tous azimuts, que ce soit des romans, des essais, tout ça, j'avais aucune idée. Il s'est trouvé que par une rencontre, qui était celle de celui qui allait être l'éditeur de mon premier livre, Bastien Gallet. Bastien Gallet faisait une maison d'édition parce qu'il avait un magazine qui s'appelait Musica Falsa où j'avais écrit 2-3 articles. Il m'avait dit on va monter une maison d'édition, est-ce que tu as envie d'écrire un livre? Est-ce que tu aurais une idée de livre sur la musique? Et en fait, il se trouvait que la veille, j'avais passé une soirée avec des amis où je leur avais raconté le mythe de la mort de Paul McCartney, à savoir le moment où des fans ont cru que dans les disques des Beatles, il y avait des indices cachés qui révélaient la mort en fait de Paul McCartney et son remplacement par un sosie. Et je connaissais toute l'histoire par cœur. Je connaissais toute l'histoire par cœur parce que quand j'étais enfant, j'avais une prof d'anglais qui, devant mon adoration des Beatles, à un moment s'est inquiétée. Elle a dit mais tu ne sais pas qu'ils ont tué Paul? Et elle avait elle avait inséminé le doute en moi. Donc j'ai été une espèce de fan malade. À l'époque, on ne disait pas conspirationniste. À l'époque, ça n'existait pas, c'était les années 80. On parlait de légende urbaine. Donc j'ai cru à la légende urbaine de la mort de Paul McCartney pendant, mettons, une semaine, 2 semaines. C'est-à-dire que j'ai commencé à fouiller les disques, comme on m'avait dit, et j'avais trouvé des trucs. Et puis, un ami qui est plus âgé et qui agissait un peu sur moi comme un mentor, Jean-Christophe Menu, dessinateur de bande dessinée et éditeur, ensuite, il est devenu éditeur ensuite, m'a dit mais non, mais écoute, plein de gens ont cru ce truc-là, mais c'est pas raisonnable, c'est pas sérieux. Et depuis, ça m'avait fasciné, le fait d'y avoir cru, et aussi l'aberration que ça représentait, à savoir qu'un groupe ait sacrifié un membre, l'un des membres pour avoir le succès, les remplacer par un sosie. Ils avaient déjà le succès au moment où ils l'ont remplacé par un sosie, donc c'est un peu bizarre, il y a même cette contradiction. Et puis qu'ils en aient mis des indices un peu partout dans leur disque pour à la fois cacher et dire oh là là, quelle horreur, qu'est-ce qu'on a fait. Et tout ça, c'est vrai que c'est une sorte d'aberration totale, mais qui a fonctionné parce que ça a fonctionné comme un mythe, parce qu'en gros, l'idée de l'homme tué et ressuscité déjà, et puis même simplement la question du double, la question du simulacre, la question des remplaçants, hein, c'est un peu comme toutes ces fictions, même de science-fiction, où des hommes sont remplacés par d'autres hommes, par des clones ou par des sosies. Le livre s'est terminé sur une analyse de la mort de John Lennon et surtout de la psychologie de l'assassin de John Lennon, Mark David Chapman, qui voulait assassiner John Lennon pour le remplacer. Toujours cette histoire de remplacement. Et qui était un fan, mais un fan criminel, un fan qui allait jusqu'au crime parce que le joug que représentait l'admiration qu'il avait pour Lennon était trop dur, trop lourd pour lui, et aussi la jalousie que ça pouvait entraîner, le désir d'identification. Donc je vais au Japon avec ma compagne de l'époque. Dans le livre, je l'appelle Setsuko. Et moi, je suis dans une espèce d'état un peu second, un peu secoué. Et, en fait, je ne sais pas si mon livre va être publié parce qu'il y a du retard. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, ça se transforme complètement sur un mode cauchemardesque. Et je suis avec Setsuko et ses amis chez eux en train de dîner. Ils sont en train de parler. Ils parlent tous japonais. Je ne parle pas japonais. Ça joue aussi, hein, tranché à la langue. Et là, je regarde la télévision. Je vois le présentateur de Shubasu Desio et Masaki Sakai qui est en train de faire sa cuisine. Alors je suis persuadé que je vais aller l'assassiner. Je deviens dingue. Pendant plusieurs jours, je vis avec l'idée que j'ai été programmé, enfin mon destin est d'assassiner cet homme.
et que je verrai tout ça se décrire. Alors, ce truc qui m'a rendu quasi dingue, et qui est comme qui est l'équivalent d'un truc de drogue, même si je n'ai pas pris de drogue, ça a été pour la suite extrêmement instructif pour moi. Donc c'était un gros malheur, c'est un moment extrêmement pénible de ma vie, mais ça a été beaucoup plus utile que beaucoup de choses, et j'ai plus appris de ça que de la sortie du livre lui-même, de très loin. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris, on va dire déjà, la porosité entre les esprits, savoir qu'il n'y a pas une différence essentielle entre moi et un assassin ou un assassin de star. Moi j'ai compris que ce qui nourrissait cette pulsion criminelle, c'était l'impression de ne pas être réalisé dans ma vie. C'était une impression telle de non-réalisation qu'elle poussait jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'inverse, à savoir comment dire, le désir d'avoir un destin malgré tout, même si c'est un destin négatif. Alors qu'on est dans une espèce de monde, un monde de concurrence. Qui a le destin? Qui sait qui est le lucky one qui va émerger, singulier, comme une figure tutélaire ou comme une figure exemplaire, comme John Lennon, tandis que pour un John Lennon, il y a des millions de gens qui ne sont pas John Lennon. Et ce qui en fait permet d'être John Lennon, c'est qu'il y a 5 millions qui ne peuvent pas l'être. Ça, c'est un truc d'une incroyable violence. Incroyable violence, une incroyable injustice. On prend le fonctionnement. Ce fonctionnement, il est à l'idée que on serait mieux si on était l'autre. Or, si on vraiment commence à déconstruire l'affaire, c'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que nos plaisirs sont intimement liés à nos souffrances, nos désirs sont intimement liés à notre état, et ça aurait rien réglé au cas de Mark David Chapman s'il avait été John Lennon. Rien du tout. Il serait retrouvé dans la même merde. Absolument dans la même merde. En outre, il n'est absolument pas dit qu'il aurait supporté les souffrances qu'a pu endurer John Lennon pour être John Lennon. C'est une formule, mais j'ai connu beaucoup d'aspirantes actrices qui voulaient devenir Marilyn Monroe, mais il n'y en a aucune qui aurait voulu vivre une journée dans la vie de Marilyn Monroe. En fait, j'en arrive au bout du compte, j'en arrive à des poncifs, mais ces poncifs sont le résultat d'une synthèse de réflexion. Mais on n'a pas d'autre choix que de faire avec sa vie. Pourquoi on n'a pas d'autre choix de faire avec sa vie? Parce qu'en fait, toutes les autres vies possibles, on n'arrive pas à mettre nos pieds dans leurs chaussures. Donc toute jalousie est absurde de facto pour ça. Tout le caractère envieux. Et donc, cette première expérience, cette expérience de Japon, c'est une expérience sur probablement ce qui m'a apparu sur le moment, et en tout cas toute ma jeunesse, c'est malheureusement, j'essaye d'être honnête par rapport à moi-même, j'étais un jeune homme envieux, comme beaucoup de gens qui sont des aspirants écrivains ou des aspirants artistes, ils sont envieux parce qu'ils se disent putain, l'autre il édite chez Mach Pro ou machin, et je détaille ça, c'est-à-dire grosso modo, on a un livre qu'on veut publier, on ne peut pas le publier, on est envieux de celui qui peut le publier, on l'a publié, on est envieux de l'autre qui a des meilleures critiques. On a des bonnes critiques, on est envieux de l'autre qui est traduit à l'étranger. On est traduit à l'étranger, on est envieux de l'autre qui en vend des milliers, des milliers, des milliers. Et bon, c'est sans fin. Si on commence à rentrer là-dedans, c'est sans fin. La question du bonheur, de la joie, de la réalisation ne dépend absolument pas de ce type de facteurs. Mais en tant qu'être humain, on les traverse forcément parce qu'on est dans un monde, et en particulier une société moderne, qui met en avant ces facteurs de réussite sociale comme si c'était des qualités morales. On est en train de le quitter, ce monde-là. Ça a été surtout le monde du XXe siècle. Le monde du XXIe siècle commence à faire disparaître progressivement cet élément-là, de toute façon la différence de médias. C'est-à-dire que les stars fonctionnaient à partir du moment où il y avait une centralisation des moyens de diffusion médiatique. Et on sait, si on regarde l'histoire du XXe siècle, on démarre au début du XXe siècle, on va dire il y a 10 stars. Il y a 10 stars. On arrive à la fin du XXe siècle, il y a 10 stars de plus toutes les minutes. Il y a un truc qui ne marche plus. Il y a un truc qui déconne. On est dans de la pataphysique du star system. Et tant mieux. Ça veut dire ce truc touche à sa fin. Mais il a duré. Il a duré et il a gardé encore quelques traces, on va dire, dans la génération X dont je fais partie, et peut-être même dans les millennials. Et pour entrer dans cette espèce de monde qui est le monde d'aujourd'hui, c'est aussi bien si on arrive à commencer à se défaire de cette peau de vieil homme qui est la peau de l'aspirant à la célébrité, l'aspirant à la notoriété, parce qu'il a vraiment pourri la vie de gens pendant un siècle, au moins. Mark David Chapman était déçu par Lennon dès 71 et dès 72, hein.
ça a été 10 ans où il a avalé des couleuvres. Parce que John Lennon, à partir de la fin des Beatles, il a commencé déjà grosso modo, à dire je suis pas votre sauveur, en fait, finalement. Il a été une espèce de, de, de non-messie. Et ça s'est surtout concrétisé de 75 à 80 quand il disparaît complètement. Puisque en 1975, après le week-end perdu, c'est-à-dire le moment où il part avec May Pang, où Yoko Ono n'arrive plus à le supporter, et donc elle le confie normalement à une sorte de femme qui doit le servir de geisha ou de courtisane, mais dont il finalement tombe amoureux, et avec qui il fuit, qui est May Pang. Et en fait, à un moment, il craque, il n'y arrive plus, il retourne chez Yoko Ono, et là, pendant 5 ans, on ne le voit plus. On le voit plus, il ressort qu'en 1980. John Lennon, depuis très tôt, il s'est rendu compte du différentiel qu'il y avait entre les attentes qui étaient projetées sur les Beatles, sur ce qu'ils étaient en vérité, puisque c'est la phrase célèbre qui leur a posé trop de problèmes, qui est aujourd'hui les Beatles sont plus célèbres que le Christ. Cette phrase qu'il avait dit en off à une journaliste et qu'il avait publiée dans l'article et qui a entraîné les bûchers. D'ailleurs, il a beau s'expliquer, ça n'a rien fait. Il disait pas, ça ne veut pas dire qu'on était mieux. Ça veut dire que la responsabilité qu'on nous donne est aberrante. C'est-à-dire que grosso modo, on attend de nous des choses qu'on ne peut pas produire. C'est ça que ça voulait dire, les Beatles sont plus célèbres que le Christ. Mais après, ils développaient aussi, et c'est peut-être ça qu'ils ont compris, déjà, il y avait la perspective gnostique qui était en jeu, qui était... il parle, parce que c'est dans la conversation, c'est pas un discours continu, il dit le Christ était très bien, mais ses disciples étaient épais et ordinaires. Et en fait, à ce moment-là, c'est le début de... Je pense qu'à ce moment-là, il n'avait pas encore lu le livre d'Hélène Pagels sur les évangiles gnostiques, mais disons qu'il avait du potentiel, il a compris la différence entre Jésus et le christianisme. Et c'est là où vous le parlez, et je pense que derrière aussi, ce que ça a impliqué, c'était la différence entre ce que les Beatles essayaient de faire et la Beatlesmania. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient porteurs d'un message émancipateur, et ça devenait un enfermement de plus. D'où le fait qu'ils aient arrêté les tournées. Parce que si on regarde les films des concerts des Beatles, surtout les concerts à la fin, c'est un enfer. Je défie qui que ce soit de pouvoir regarder un live des Beatles jusqu'au bout. C'est vraiment, pour moi, c'est un sentiment de pression totale. On voit ces 4 bons hommes qui sont au milieu d'un truc très très vide, avec autour des gens qui hurlent dans tous les sens, qui hurlent tout le long, continuellement. Mais c'est ça, aimer, c'est de la souffrance. Donc, ce qu'ils produisent, c'est de la souffrance à ce moment-là. La souffrance à état pur. Donc, on ne pouvait pas dire qu'ils épanouissaient leurs fans à ce moment-là. Les fans, ils étaient comme des dingues. Et donc, eux, ça les horrifiait, ça les dégoûtait. Ils en éprouvaient un sentiment d'horreur, de tristesse, d'inutilité. Ils ont cassé quelque chose de ça. Et c'est comme ça que les Beatles sont devenus les Beatles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas seulement devenus ce groupe de stars qui font une bonne musique, mais ils sont devenus les créateurs de quelque chose d'autre par Strawberry Fields Forever, Sgt. Pepper, etc., etc. Et ça a entraîné derrière des réactions tout à fait surprenantes. La première étant le mythe de la mort de Paul McCartney, la deuxième étant l'affaire de la famille Charles Manson, et la troisième étant le meurtre de Lennon par Mark David Chapman. Mais ça, c'est pas qu'ils ont fait quelque chose de mal, c'est qu'il y a un truc où aussi dans l'équilibre du monde, des choses qui sont produites, qui ont été des événements absolument bénéfiques, mais qui ont porté un dépôt aussi, un dépôt de négativité, qui à un moment ou à un autre a dû s'exprimer de façon absolument chaotique, confus et assez affreux. La question de la musique des Beatles, ce qu'elle a produit, c'est un phénomène extraordinaire, qu'elle a permis d'un coup à la jeunesse du monde, parce que à la différence d'Elvis, les Beatles n'a pas touché que les Blancs. Les Beatles, c'est le premier groupe qui a eu une audience mondiale. C'est-à-dire que les Beatles étaient aimés en Asie, en Afrique, en Australie, dans le monde arabe. Pour la première fois dans le monde, la jeunesse du monde a entendu une parole qui était une parole émancipatrice, commune, collective, commune, et en même temps qui renvoyait chacun à sa propre solitude et à sa recherche solitaire. Les Beatles ont fait des chansons sur les solitaires, qui ont traversé le monde, où les solitaires du monde entier se sont reconnus. C'est-à-dire qu'ils ont fait grosso modo, ils ont réussi
à rendre collectif la solitude, ou à créer une solitude commune. Et dans ce phénomène-là, le thème principal qui traverse les grandes chansons des Beatles, les grandes œuvres des Beatles, qui sont aussi du fait de McCartney, Harrison et Starr, mais pour moi, c'est très clair que je perçois l'intuition lénonienne d'abord, à travers Strawberry Fields Forever, A Day in the Life, I Am the Walrus. Tout ça, c'était une parole qui s'est déployée comme une espèce de gigantesque anamnèse. Anamnèse de la véritable nature de l'être humain. À savoir que dans tout être humain, il y a un sang roi. Tout être humain est agnostique. Derrière tout chrétien, tout juif, tout musulman, tout bouddhiste, tout machin, etc., il y a un éclat de lumière, de gnostique, qui à un moment peut simplement être réveillé et se dire « Mais oui, mais ce monde, ça va pas. » Et on peut en faire quelque chose.